Lorsque nous imaginons un soldat médiéval, notre esprit se dirige souvent vers la légende du chevalier en armure étincelante. Monté sur un cheval de guerre imposant, habillé d'une armure brillante de la tête aux pieds, il incarne l'essence de la chevalerie et de la force militaire. Il se bat pour le respect, la cause de son roi et l'amour d'une damoiselle charmante. Cependant, ce cliché, façonné par des contes épiques et des films d'action, ne représente qu'une minuscule élite parmi les combattants médiévaux. Pour chaque chevalier noble, il existait des dizaines, voire des centaines, de simples soldats pour qui la guerre n'était pas une voie vers la gloire, mais un travail pénible et sale. Voici l'histoire de ces individus. Laissez le seigneur dans sa forteresse de côté. Le soldat de l'époque médiévale était un paysan arraché à ses terres, un apprenti forgeron, ou un mercenaire chevronné vendant son arme au plus offrant. Les paumes de ce soldat portaient les traces de l'effort, pas l'empreinte d'une lame décorée. Il ne se battait pas pour un code d'honneur exalté, il combattait par ordre de son seigneur, en échange de quelques pièces d'argent, ou à cause de l'attirante perspective de saccager une ville soumise, une chance d'obtenir assez de richesses pour améliorer son existence misérable. Son univers ne correspondait pas aux tournois majestueux ni aux normes de l'amour courtois. C'était un monde marqué par la laine rugueuse qui irritait sa peau, les bottes en cuir perméables à la pluie, des déplacements interminables, une faim constante et un effroi sans relâche, glacial, face à une faim brutale et douloureuse. Il incarnait le soldat de l'infanterie enveloppé de boue, le tireur d'arc en première ligne, le spécialiste de l'arbalète posté sur les remparts. Il était un pion facile à sacrifier dans le jeu des rois et des nobles. Pour comprendre l'expérience authentique d'un combattant médiéval, il faut rejeter les récits idéalisés et enfiler les chaussures sales du soldat ordinaire, celui qui formait l'âme sanglante et réelle de chaque légion médiévale. Les armées du Moyen-Âge n'avaient pas l'unité que l'on observe actuellement. Aucun organisme d'adhésion centralisé ou programme d'entraînement standardisé n'existait. En revanche, il regroupait une multitude d'individus liés par devoir, profession ou intérêt personnel. Les hommes de l'époque médiévale empruntaient généralement 3 chemins menant au champ de bataille. Le principal itinéraire consistait en l'obligation. C'était le monde de la levée féodale. La structure sociale médiévale reposait sur une pyramide de loyauté. Un paysan cédait un lopin de terre en échange d'un engagement militaire annuel fixe, généralement environ 40 jours. Lorsqu'un seigneur était convié à la guerre par son roi, il réclamait à son tour la participation de ses vassaux en bonne santé. Ces hommes n'étaient pas des combattants de métier. Ils étaient des cultivateurs, des forgerons et des couvriers armés de tout ce qu'ils pouvaient transporter. Une faucille affûtée, une hache en bois ou une simple lance. Leur manque d'équipement et leur formation insuffisante les rendaient concentrés sur la survie pendant les 40 jours et le retour avant la récolte. Une différence marquée existait entre la milice et le combattant expérimenté, l'homme d'armes. Son existence reposait sur l'engagement militaire. Il agissait en spécialiste de la guerre, souvent affilié à une force militaire permanente d'un seigneur. Bien qu'il n'ait pas de titre noble, il était un combattant d'élite engagé dans les conflits. Son seigneur l'a fourni d'équipements de qualité, une tunique en chêne, un aume en acier, une lame et un bouclier, ce qui représentait un investissement financier considérable. Ces combattants constituaient le noyau solide et fiable de toute troupe militaire, l'infanterie dure qui pouvait résister à une attaque de cavalerie. La troisième option était une opération froide et précise, un guerrier en quête d'aventure. À mesure que les guerres s'étiraient et s'intensifiaient, les rois exigeaient des troupes supplémentaires au-delà des limites de leur système féodal. Cela a créé un secteur pour des combattants à la solde. Des anciens combattants venus de toutes les parties de l'Europe s'unissaient fréquemment aux meilleurs offreurs, motivés par les avantages financiers et le désir de butin. Ces unités formaient souvent des alliances solidaires appelées « compagnies libres », fonctionnant de manière autonome et ambitieuse. Leurs compétences inégalées et leur pouvoir de terreur étaient notables, mais leur fidélité changeait selon les variations de la monnaie et des préférences. Une armée de mercenaires non rémunérés constituait un danger plus grave pour la population locale que l'adversaire direct. Imaginez une armée médiévale comme un mélange d'agriculteurs réticents, de combattants expérimentés et d'opérateurs implacables,
tous unis pour une seule entreprise sanglante. Oubliez l'idée que tous les soldats portaient des tenues identiques. Le matériel d'un soldat constituait son propre kit de survie et ce qu'il transportait reflétait directement ses ressources financières, sa position sociale et son rôle sur le champ de bataille. La différence entre un paysan enrôlé et un mercenaire expérimenté était comparable à celle entre un vélo rouillé et une voiture blindée. Commençons par le plus bas niveau. Le paysan enrôlé était équipé uniquement des nécessités basiques. Son armure était généralement un gambeson, une veste de lin épais et rembourré remplie de laine ou de crin de cheval. Bien qu'il offrait une protection étonnamment solide contre les coups tranchants et les impacts, il était inutile contre un coup de lance droit ou une flèche bien visée. Il portait peut-être un casque en cuir renforcé ou rien du tout sur sa tête. Son arme principale était la lance, peu coûteuse à fabriquer et efficace en combat de groupe. Il pouvait également transporter un couteau long ou une hache en bois provenant de sa ferme. Sa seule autre défense était un bouclier en bois rond et minimal. Une progression impliquait le spécialiste tel que l'archer anglais célèbre. Il restait un simple soldat mais démontrait une grande compétence. Son équipement comprenait un gambison pour la mobilité, mais un casque en acier était probable. Un aume sommaire à grande bore offrant protection contre les attaques supérieures. Son principal équipement, l'arc en bois de hêtre, était une arme militaire puissante, mais sa survie reposait sur garder l'ennemi à distance. Dans les affrontements rapprochés, il tenait un court cimeterre ou un falchion, arme lourde à une seule lame, avec un poignard. L'expert en combat rapproché, soldat formé au combat singulier, incarnait une forteresse inébranlable. Son équipement défensif comprenait un hauberk, une tunique étroite tissée de cercles d'acier entrelacés, nommés mailles. Porté sur son gambison, il offrait une protection solide contre les coups tranchants. Son crâne était protégé par un casque d'acier conventionnel, comme un bassinet, doté potentiellement d'un visage amovible. Avec le temps, il incorporait progressivement des éléments supplémentaires d'armure métallique pour ses jambes inférieures, genouillères, ses avant-bras, coussettes, et ses mains, gantelets. Une armure entière en métal était exorbitante, réservée essentiellement à l'élite. Son équipement armé comprenait un glaive de qualité, une matraque destructrice pour fracturer des casques, et souvent une arme de pique comme un bâton à pointe, combinant pique, lame et crochet en un seul instrument. Ce matériel dépassait le statut d'habillement. Il symbolisait un fardeau physique important. Un combattant pouvait porter 50 à 70 livres, 25 à 30 kg d'équipement. Il faisait étouffant, maladroit et bruyant. Le chaînage nécessitait une huile régulière pour éviter la dégradation. La vue et l'ouïe étaient fortement réduites à l'intérieur d'un casque. Principalement, son coût était exorbitant. Un seul casque pouvait égaler le prix d'un animal à cornes. Une cotte de mailles complète valait autant qu'une petite ferme. Pour un soldat médiéval, son équipement allait au-delà d'une simple tenue. Il symbolisait ses économies et sa seule chance de survivre. La guerre est souvent vue comme une succession interminable de combats héroïques. La réalité d'un soldat médiéval comprenait 90% de monotone épuisante et 10% de terreur absolue. La vie d'un soldat en campagne tournait autour de longues marches, de routines monotones en camp et d'une faim insatiable. L'armée en déplacement ressemblait à une créature lourde et fatiguée. Un combattant passait des semaines à marcher, couvrant 10 à 15 miles quotidiennement sur des sentiers en mauvais état. Il portait le fardeau de 50 livres de matériel, avançant péniblement à travers de la boue collante en tempête ou étouffant sous la chaleur sèche. La lassitude le poursuivait sans relâche, une douleur persistante dans les muscles qui ne s'estompait jamais. Une fois l'armée installée, une réalité brutale prit la place d'une autre. Qu'est-ce qui remplissait les longues heures entre les défilés et les batailles ? Il y avait d'abord des exercices de formation. Les hommes répétaient sans cesse la création de reins, la marche en cohésion et la réaction aux sons de corps et de tambours. Les sous-officiers et les soldats expérimentés hurlaient des ordres, convertissant une multitude d'individus en unités bien organisées. Ensuite, l'entretien était essentiel. La vie d'un soldat reposait sur son matériel, avec des heures passées à aiguiser les armes, réparer les harnais en cuir, confectionner de nouvelles flèches et constamment nettoyer et huiler les armures en chêne pour éloigner la rouille. La majeure partie du temps, cependant,
était occupé par une attente inutile. Pour lutter contre l'insoutenable morosité, les soldats jouaient au dés en os, racontaient des histoires grossières près des feux mourants, ou buvaient n'importe quelle bière bon marché et diluée disponible. Les tensions dans le camp étouffant et instable étaient perpétuelles, et de petites querelles concernant des miettes ou des offenses supposées dégénéraient fréquemment en combats sanglants. La plus grande souffrance quotidienne risquait d'être les provisions. Un repas de soldat était conçu pour durer, pas pour réjouir le palais. Cela comprenait habituellement du hardtack, un biscuit réputé pour sa dureté, accompagné de viande salée, tellement forte qu'elle nécessitait une trempée avant d'être mangeable. Ces éléments étaient souvent bouillis dans un récipient pour produire un bouillon mince et graisseux appelé pottage. Cette alimentation monotone et insipide animait la machine militaire, provoquait des critiques incessantes et affectait profondément le moral des troupes. Un soldat en campagne aspirait davantage à un repas chaud qu'à la reconnaissance. L'attente prit fin. La marche interminable, la mauvaise nourriture et les nuits froides, tous ces éléments aboutirent à cet instant unique et terrifiant. Placé dans une formation dense, côte à côte avec des hommes transpirants et priants, le soldat médiéval observait la ligne adverse avancer sur le champ. L'air, autrefois empli de conversations nerveuses, se chargea d'un silence assourdissant, appelé à se rompre par le rugissement des cornes de guerre. La première expérience de la guerre était souvent indifférente et terrifiante par son imprévisibilité. Cela a commencé par un bruit semblable à un rideau énorme déchiré alors que 1000 arcs se relâchaient simultanément. Le ciel s'assombrissait brièvement tandis qu'une nuée de projectiles s'élevait, puis tombait en une pluie mortelle. La survie ne nécessitait aucune expérience, seulement la chance. Un guerrier ne pouvait que se protéger derrière son bouclier, supporter le bruit sourd des flèches frappant l'armure et la chair, et supplier qu'aucune ne traverse ses défenses ou celles du soldat proche. La puissance arriva immédiatement, implacable et dévastatrice. Les deux rangs d'hommes se sont heurtés davantage qu'engagés dans un combat, une mêlée brutale et poussive de membres, d'armures et d'armes. La première ligne se changea en une boucherie humaine. Ce n'était pas l'élégance des combats des chansons des troubadours. C'était une entreprise douloureuse et désespérée. Le monde se réduisit à l'homme devant soi. Votre objectif n'était pas d'accomplir un exploit courageux, mais de garder votre bouclier, pointer votre lance et assurer vos appuis. S'effondrer dans la cohue impliquait une fin inévitable, écrasé par des milliers de pas ou transpercé par plusieurs adversaires avant même de se relever. Mais le véritable effroi pour les combattants à pied résidait dans le grondement du tonnerre un jour sans nuages, l'assaut de la cavalerie. Le sol tremblerait, un grondement subtil se transformant en un vacarme terrifiant de sabres et de cris de combat. Un flot de chevaux et de guerriers blindés, pourvus de lances, s'élancerait vers les soldats à pied. Pour les hommes de la première ligne, cela représentait une épreuve exigeant, un courage indéfectible. Une ligne solide pouvait former un bouclier de pointe d'arbalète pour arrêter l'offensive. Une rupture les rendrait exposés à l'écrasement et à l'extermination. La survie dans le désordre dépendait de réflexes, de persévérance et de hasard. C'était un désordre de coups de hache, de pointe et de poussées dans une foule serrée. Les cris des blessés et des mourants se mêlaient au bruit des armes et au son rauque de l'effort. La victoire ou la défaite constituait une notion lointaine façonnée par des officiers éloignés. Pour l'homme au front, la survie était le seul objectif au milieu du désordre. Le vacarme se transforma en murmure discret, laissant une tension silencieuse pesante brisée par les gémissements des blessés. La première réaction du soldat debout fut non pas la joie, mais un soulagement écrasant. Il avait survécu. L'issue de la bataille fut une épreuve plus lourde d'angoisse, d'opportunité et de risque. La vérité brutale initiale du monde après la guerre résidait dans l'absence de soins médicaux structurés pour les soldats ordinaires. Le champ de bataille était recouvert de corps déchirés, parsemés de gémissements et de gestes des blessés. Bien qu'un noble obtienne un médecin personnel pour soigner ses blessures, un soldat ordinaire devait affronter l'incertitude ou le soutien brusque de ses pairs. Les praticiens médicaux, souvent des artisans non formés armés d'un couteau et de courage, réalisaient des amputations rudimentaires sans anesthésie.
La principale source de décès pour la plupart des blessures n'était pas la coupure initiale, mais l'infection inéluctable qui s'ensuivait. Une profonde entaille, un os fracturé ou un abdomen percé entraînaient généralement une mort inéluctable. La survie dépendait souvent de la résistance exceptionnelle du corps humain et d'une bonne dose de chance. Une fois le choc initial passé, un désir différent prit le pouvoir, l'autoprotection. Pour le soldat ordinaire, c'était sa rétribution. L'après-bataille constituait une collecte violente et désordonnée appelée pillage. Les combattants patrouillaient le champ de bataille comme des charognards, délestant les cadavres, amis et ennemis, de leur valeur. Un casque en acier, des bottes en cuir solide, un couteau ou quelques pièces dans un sac représentaient le luxe. La plus grande récompense était l'armure d'un chevalier, rapportant plus qu'un fermier ne gagnerait en une vie. C'était l'équation brutale de la guerre médiévale, le risque de mort contre les chances d'une richesse transformante. Enfin, lorsque la nuit tomba, les cornes de guerre annonçaient la retraite. Les chefs criaient des directives dans les ténèbres, cherchant à reconstituer leurs unités en lambeaux. Un bilan lugubre des survivants et des morts était établi. Les survivants, épuisés physiquement et souvent blessés, ramassaient leurs prises et entreprenaient le lent, incertain chemin vers le camp. Il n'y avait ni festivité ni défilé de victoire, seulement une conscience silencieuse et souffrante de leurs derniers épisodes et une certitude sombre qu'ils devraient le revivre. Le retour était une procession muette d'ombre, chaque personne plongée dans ses réflexions, profondément transformée par les violences observées et les gestes indispensables à la survie. Les soldats actuels arrivent à la fin de leur carrière, qu'elle soit courte ou longue, via des papiers officiels de démobilisation, un soutien aux vétérans et une allocation de retraite habituelle. Les combattants du Moyen Âge ignoraient tout concept de prestation de retraite, un système où l'État reconnaissait ses soldats vieillissants ou blessés. Son départ n'était pas un hommage à son engagement, mais une lutte brutale et personnelle pour survivre dans une société qui voyait peu de sens en un homme dont seule la compétence était la guerre. Pour les rares élus, chevaliers expérimentés ayant dédié des décennies à la loyauté envers leur seigneur, ou mercenaires enrichis par des butins ou une rançon aristocratique, le avenir offrait une sécurité. Un soldat expérimenté obtenait souvent une petite portion de terrain d'un seigneur reconnaissant. Il pourrait utiliser ses économies pour s'offrir un salon ou une activité modeste dans une cité. Souvent, un soldat de confiance recevait un poste sécurisé et peu exigeant comme garde du château, agent de sécurité urbaine ou formateur pour nouveaux soldats. C'était le scénario idéal, une fin tranquille après une vie éprouvante. Cependant, la plupart des individus se trouvèrent confrontés à un destin bien plus sombre. Le pire des supplices incombait aux soldats blessés mais non décédés. Un individu ayant perdu un membre ou sa vue devenait inutile dans une société axée sur le travail physique. Il ne parvenait plus à cultiver, frapper le métal ou protéger sa propre existence. Sans soutien, son avenir se résumait à une existence de misère en implorant aux entrées de sanctuaires ou de villes, ses blessures graves étant sa seule arme pour susciter compassion et peu d'argent. Il incarnait le véritable coup des luttes. Et ceux qui revenaient physiquement intacts, aucune cérémonie d'honneur, aucune parade locale. Un serf, après avoir rempli son service de 40 jours, regagnait simplement son hameau, saisissait sa faucille ou son attelage et cherchait à sauver sa récolte. Il redevenait paysan, mais hanté par les fantômes des champs de bataille. Un soldat aguerri pouvait retourner auprès de son seigneur, mais si son âge l'empêchait de combattre, il pouvait être congédié avec une récompense modeste. La fin de la carrière ne constituait pas un fait marquant. Cette étape était imprévisible, souvent stressante. Les soldats de l'époque médiévale n'avaient pas de décharge honoreuse. Seul le dernier affrontement, la dernière opération, suivait une longue quête discrète pour occuper une place dans un monde en mouvement.